Bonjour, voici une nouvelle vidéo dédiée à l'hérédité humaine dans laquelle je vais continuer la correction des exercices proposés. Aujourd'hui, je vais finir la série numéro 2. Je vais traiter aussi les exercices de la série numéro 3. On va voir dans cette série le mode de transmission de certaines maladies héréditaires telles que la mucoviscidose, la maladie de Huntington, la myopathie de Duchenne, le rachitisme vitamino-résistant et l'albinisme. Place à l'exercice numéro 4 de la série numéro 2 concernant la mucoviscidose. La mucoviscidose est une maladie héréditaire qui touche les voies respiratoires et digestives. Les principaux symptômes sont les encombrements bronchiques, les infections respiratoires, les problèmes digestifs et une stérilité masculine. Le document suivant représente le pédigré d'une famille atteinte par cette maladie. Voici le pédigré correspondant. Question. Je commence par la première question. Déterminer le mode de transmission de cette maladie est justifié. Alors, on va observer ce pédigré. Voilà le pédigré, donc on cherche le mode de transmission de cette maladie. D'abord, on voit que ici, on a deux individus malades. Ici, une fille de la génération 2, c'est la 2-3, et un garçon de la génération 3, c'est le 3-3. On voit que chaque individu malade a deux parents sains. Donc, cette fille a un père sain et une mère saine. Ce garçon aussi a un père sain et une mère saine. Ça indique que c'est une maladie à mode de transmission récessive. C'est une maladie récessive. On justifie en disant car l'individu de 3, cette fille malade, est issu de deux parents sains. Cherchons autre chose maintenant sur le pédigré. Est-ce que cette maladie est liée à un chromosome sexuel ou bien un chromosome non sexuel, c'est-à-dire un autosome? Cette maladie est une maladie autosomique. Pourquoi? Regardons. Car, d'une part, c'est une maladie non liée à Y, puisqu'il atteint les filles et les garçons. Regardez, il y a une fille atteinte, possède deux chromosomes X, XX, et ce garçon possède un chromosome X et un chromosome Y. Puisqu'ils sont malades tous les deux, ça veut dire que c'est une maladie non liée à Y. On va voir maintenant est-ce que c'est une maladie liée à X ou non. Revenons à cette fille de 3. Elle est malade. Donc, si elle est liée à X, donc on va supposer c'est une maladie liée à X, donc cette fille devrait être homozygote pour l'allèle de la maladie. Et elles vont être portées donc par les deux X. Il va hériter un des deux X malades de sa mère et un des deux X malades de son père. Et ce père donc qui va posséder un X malade avec l'allèle malade doit être malade aussi. Ce n'est pas le cas aussi, le père est sain. Ça prouve que c'est une maladie non liée à l'X, mais c'est une maladie autosomique. On va dire pour justifier. Maladie non liée à l'X. S'il était lié à l'X, cette fille de 3, c'est celle-ci, malade, aurait hérité l'allèle de la maladie de son père, qui devrait être malade à son tour. Je continue. On passe à la question numéro 2. Déterminer les génotypes des individus de première génération 1-1, 1-2, les deux parents, puis 2-2 et 2-3, 2-2 et 2-3, puis 2-5, 2-5. Commençons d'abord par les symboles qu'on va utiliser. Puisque c'est une maladie récessive, on va proposer pour la maladie une lettre minuscule et pour l'allèle normal, une lettre majuscule. Alors, le petit thème, c'est l'allèle de la maladie qui est récessif et le grand thème, c'est l'allèle normal qui est dominant. Alors, commençons par I1. I1, c'est une femme saine, mais sa fille est malade. Donc, elle a transmis un allèle de la maladie à sa fille. Mais elle est saine, ça veut dire que c'est une porteuse saine. Donc, elle a un génotype hétérozygote. Donc, cette fille aura deux petits thèmes. Sa mère doit être hétérozygote, grand thème, petit thème. Son père aussi doit être hétérozygote, grand thème, petit thème. Donc, chacun des deux parents lui a transmis
un allèle de la maladie pour qu'il devienne malade. Donc je reviens ici. Donc le génotype de I1, c'est grand M, petit m, c'est la mère. Car c'est une porteuse saine puisque sa fille est malade. Le père, c'est la même chose. Il est aussi hétérozygote, car aussi, il a transmis un allèle malade à sa fille qui est malade. Alors, il me reste le 2,5, le 2,5 et le 2,2. Le 2,2, c'est ce garçon sain, et le 2,5, c'est cette fille saine aussi. Alors, le 2,2, elle est issue de deux parents hétérozygotes, donc chacun des deux parents peut lui transmettre soit le grand M, soit le petit m. Mais il ne peut pas recevoir deux petits m à la fois, sinon il serait malade. Puisqu'il est sain, il n'y a que deux possibilités. Soit qu'il a hérité d'un grand M et d'un petit m hétérozygote, ou bien il a hérité d'un grand M et d'un autre grand M homozygote. On va dire grand M, petit m hétérozygote, ou grand M homozygote pour l'allèle normal. Car ce sont des individus sains issus des parents porteurs sains. Donc la justification qu'on va dire pour le 2,2, c'est la même pour le 2,5. Ils ont le même génotype. Je passe à 2,3. 2,3, c'est cette fille malade. Donc on a déjà précisé son génotype. C'est homozygote pour le petit m, car c'est un individu malade. C'est une fille malade. Je continue. Je passe à la question suivante. Quelle est la probabilité pour la descendance d'un couple conducteur sain de la maladie qu'il soit atteinte? Donc, on va supposer qu'il y a un mariage entre un mari à génotype hétérozygote, porteur sain, et sa femme qui est aussi à génotype hétérozygote, aussi porteuse saine. On va voir donc on va dresser l'échiquier pour déterminer le pourcentage de l'apparition de la maladie. Un couple de porteurs sains, donc ils sont tous les deux hétérozygotes, les voilà, grand M, petit m, avec grand M, petit m. Les gamètes, puisque chacun est hétérozygote, donc chacun peut produire deux types différents de gamètes, chacun avec une fréquence de 1,5. Donc l'allèle normal avec fréquence de 1,5, l'allèle de la maladie avec fréquence de 1,5 aussi, les mêmes gamètes pour le deuxième individu, les voilà. Puis je passe maintenant à l'échiquier de la fécondation. Donc j'ai besoin, puisque j'ai deux gamètes d'une part et deux autres gamètes d'autre part, d'un échiquier à 4 cases. Les voilà, 4 cases. Donc je vais ici mentionner les gamètes que j'ai. Je commence ici par mettre les deux gamètes, le grand M et sa fréquence, et le petit m et sa fréquence. Les mêmes gamètes, je vais les positionner ici. Grand M 1,5, petit m 1,5. Puis je complète les cases de fécondation. Première possibilité de fécondation, rencontre d'un grand M et d'un grand M. On aura donc un génotype homozygote pour l'allèle normale avec une fréquence de 1 quart, 1,5 multiplié par 1,5. C'est 1 quart. Ici, rencontre de grand M et petit m avec fréquence de 1 quart. Ici, rencontre de grand M et petit m aussi avec la même fréquence de 1 quart. Alors que dans cette dernière case, on aura rencontre d'un petit m allèle de la maladie et d'un autre petit m, un autre allèle de la maladie, homozygote pour la maladie, petit m, avec une fréquence de 1 quart. Alors, voyons la descendance obtenue. La case qu'on cherche, c'est-à-dire la case qui montre la maladie, c'est cette dernière case. C'est la seule qui contient le génotype malade. Petit m. Voilà donc la case concernant cette maladie. Il constitue combien? Il constitue quelle fréquence? C'est le 1 quart. Donc il constitue quel pourcentage de la descendance? C'est 25%. Donc la descendance malade aura une fréquence de 1 quart, ça veut dire un pourcentage de 25%. Je passe maintenant à notre exercice. Dans la série numéro 3, l'exercice numéro 1. Je vais parler ici de notre maladie héréditaire. C'est la maladie de Huntington. La maladie de Huntington est causée par la dégénérescence des cellules nerveuses dans le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau, cervelet, bulbe brachydien, etc. Cette maladie apparaît vers l'âge de 40 ans et rarement avant. Les principaux symptômes sont du mouvement incontrôlé, des difficultés d'avaler,
changement du comportement, problème d'équilibre, trouble de mémoire, difficulté de communication, puis un déclin cognitif. Le document représente l'arbre généalogique d'une famille atteinte par cette maladie. Alors la première question, comme d'habitude, déterminer le mode de transmission de cette maladie et justifier. Voilà donc, on va observer et analyser le pédigré. Voici le pédigré en question. On va chercher le mode de transmission. D'abord, on voit que la maladie apparaît dans toutes les générations. Il n'a sauté aucune génération. Ça indique que c'est une maladie dominante. Autre chose, on voit aussi que chaque individu malade, comme ici, a au moins un des deux parents malades. Donc le garçon a sa mère malade, ce garçon a son père malade, et ce garçon aussi a son père malade. Chaque malade a l'un des deux parents qui est malade, ça indique, on a justifié ici, donc c'est une maladie dominante. C'est un mode dominant. On justifie en disant chaque individu malade a au moins un des deux parents qui est malade. Alors voyons maintenant, est-ce que c'est une maladie autosomique ou bien une maladie liée à un des deux chromosomes sexuels? D'abord, on peut voir ici que c'est une maladie non liée à Y, parce que cette femme est malade. Jamais une maladie liée à Y n'atteint une femelle, ne peut atteindre une femelle. Même si aussi on a 3 mâles qui sont atteints. Donc c'est une maladie non liée à l'Y. On justifie. La maladie atteint les deux sexes. Maintenant, je vais montrer est-ce que c'est une maladie liée à l'X ou non. Cette maladie est-elle liée à l'X? Alors, observons le pédigré de nouveau. Lorsqu'on observe ce pédigré, on voit que la maladie atteint les mâles plus que les femelles. On pense alors à une maladie liée à l'X. Ici, 3 garçons pour une seule femelle. Si je traduis en pourcentage, c'est donc 75% des mâles et 25% des femelles. Mais attention, avant de confirmer cette hypothèse, il faut éviter d'anticiper et de s'assurer avant de faire une fausse déduction. Alors, supposons que cette maladie est liée à l'X. On va tout d'abord proposer les symboles qu'on va utiliser. Puis c'est une maladie dominante, on va prendre la majuscule grand H comme symbole de la maladie qui est dominante et la minuscule petit h comme symbole de l'allèle normal qui est récessif. On va travailler sur le pédigré, sur cette branche. Alors regardons cette mère qui est saine, le mari qui est malade, ils ont une fille saine et un garçon malade. Commençons par cette mère, elle est saine. Donc, il ne peut pas avoir un allèle de la maladie. Son génotype donc serait X petit h homozygote pour l'allèle normal. Mais son mari qui est malade aura donc obligatoirement ce génotype, le X grand H, le Y, puisqu'il est malade. Alors, cet X grand H va être transmis obligatoirement à sa fille grand 3-1 qui devrait être malade. Mais ici, elle est saine. Ça veut dire que notre hypothèse n'est pas confirmée par le pédigré, c'est une hypothèse fausse. Elle aura donc, il doit avoir ce génotype et il doit être malade. En même temps, ce garçon qui est malade doit avoir un génotype X grand H de la maladie et un Y. Le Y, il provient de son père, mais le X grand H doit parvenir de sa mère, qui doit donc contenir un X grand H en contradiction avec le génotype de départ. Donc cette hypothèse est fausse. On va dire donc le père de ici, qui est malade, a un génotype X grand H Y. Il va le transmettre à sa fille 3-1 ici, qui doit être malade. Mais ce n'est pas le cas, donc hypothèse fausse, c'est donc une maladie autosomique. Question 2. Établir les génotypes des individus 1-1, 1-2, les deux parents, 2-1, 2-2, 2-1, 2-2. Alors commençons par le 1-1. Ici, c'est une mère malade, mais toute sa descendance n'est pas malade, seulement un seul garçon parmi
4 enfants, ça veut dire qu'il n'a pas un génotype homozygote pour la maladie, mais seulement hétérozygote. On va avoir donc le H majuscule petit h, donc hétérozygote pour la maladie, un allèle de la maladie, puis un allèle normal. C'est ce qu'on va dire ici. HH, la mère malade qui ne transmet pas la maladie à toute sa descendance. Je passe maintenant à I2, c'est le père ici. Donc ici, il est sain, donc il ne possède aucun allèle de la maladie. Il a un génotype homozygote pour l'allèle normal. HH, c'est un père sain. Je passe maintenant à 2-1, c'est cette mère saine. Donc, puisqu'elle est saine, elle ne possède aucun allèle de la maladie. Donc, homozygote pour le petit h, c'est HH, c'est une mère saine. Il me reste maintenant le 2-2, donc un mâle malade, mais qui a une fille saine, donc il n'est pas homozygote pour l'allèle de la maladie, seulement il est hétérozygote, puisque son fils est malade. C'est grand H, petit h, je vais le mettre ici, grand H, petit h, puisque c'est un individu malade, mais sa fille est saine. Alors j'arrive à la troisième question. Le bébé à naître, grand 4,2, c'est celui-là, grand 4,2, serait-il malade ou non? Justifié. Donc il s'agit de déterminer la probabilité pour l'apparition de la maladie chez cet enfant. Donc, pour répondre à ce genre de questions, toujours, il nous faut rédiger un échiquier de fécondation. Alors, je vais reprendre cette branche. Et voici donc le fœtus qu'on cherche à déterminer la probabilité de l'apparition de la maladie chez lui. Donc, le père étant malade, la mère étant saine. Donc, on va préciser les phénotypes des deux parents ici. Le père, il possède un allèle de la maladie grand H et un allèle normal, petit h. La mère, elle a un phénotype sain, donc homozygote pour l'allèle normal. Je précise ici les deux phénotypes, grand H malade, petit h sain, génotype hétérozygote grand H, petit h pour le mâle et homozygote petit h pour la femelle. Les gamètes. Donc, pour le mâle qui est hétérozygote, il va produire deux types différents de gamètes avec de fréquences égales, 1,5, alors que la femelle ne produit qu'un seul type de gamète avec une fréquence de 1, c'est-à-dire 100%. Maintenant, on va faire l'échiquier de fécondation. Deux gamètes mâles pour un seul gamète femelle, donc deux possibilités de fécondation différentes. Je vais positionner les gamètes dans leur case respective. Le grand H avec sa fréquence 1,5, puis le petit h avec sa fréquence 1,5, ce sont les deux gamètes du mâle. Puis la femelle qui est homozygote, elle ne produit qu'un seul type de gamète petit h avec la fréquence de 1. Donc dans cette première case de fécondation, on a la rencontre d'un allèle grand H de la maladie et un allèle petit h normal. Et ça va nous donner un phénotype malade grand H avec une fréquence toujours de 1,5. Dans cette autre case, c'est la rencontre de deux allèles normaux, ce qui va donner un phénotype normal avec une fréquence de 1,5. Donc je précise ici les proportions des descendants malades. Donc on a ici une seule case malade, c'est celle-ci. Elle constitue 1,5, c'est-à-dire 50% de la génération. Proportion des descendants malades, c'est 50%, donc la probabilité, c'est 0,5 d'être malade. Le fœtus de 4,2, c'est celui-là, aura une probabilité égale à 0,5 d'être malade. Je continue. J'arrive à l'exercice numéro 2, dans cette série numéro 3. C'est une autre maladie héréditaire appelée myopathie de Duchenne. C'est une maladie héréditaire caractérisée par une dégénérescence des muscles de l'organisme, ce qui entraîne une faiblesse des jambes, provoquant des difficultés de locomotion. La maladie s'aggrave vers l'âge de 10 ans. Voici ici le pédigré correspondant à cette maladie dans une famille. Et voici donc toujours la même question. Déterminer le mode de transmission de cette maladie.
Donc, on est invité à observer et analyser le pédigré en question. Voilà. Alors, le mode de transmission, c'est toujours la même chose. On cherche à déterminer est-ce qu'il s'agit d'une maladie récessive ou bien d'une maladie dominante. Ici, c'est facile à dire, c'est clair. Donc, chaque individu a deux parents sains. Chaque individu malade a deux parents sains. C'est le cas ici. Le 2-3 a un père sain et une mère saine. Le 3 malade a un père sain et une mère saine. Et le 4 malade a un père sain et une mère saine. Donc ça indique que c'est une maladie récessive. On va justifier en disant chacun des individus malades descend de deux parents sains. Alors cherchons maintenant, est-ce que c'est une maladie liée à Y? Eh bien non, même si c'est une maladie ici qui n'atteint que les mâles. Mais si c'était une maladie liée à l'Y, chaque mâle aurait hérité le Y malade de son père. Et son père devait être malade aussi. Donc c'est une maladie, si c'était lié à Y, c'est une maladie qui va être transmise du père en fils. Ce n'est pas le cas ici. Chacun de ces mâles atteint a un père sain. Ça indique que ce n'est pas une maladie liée à Y. Non, car chaque garçon malade a un père sain. Alors maintenant, est-ce que c'est une maladie liée à X? Lorsqu'on observe ce pédigré, il apparaît nettement que c'est une maladie qui n'atteint que les garçons, que les mâles, et aucune femelle n'est atteinte dans ce pédigré. Donc le sexe ratio de la maladie est nettement déséquilibré en faveur des mâles. La proportion des mâles atteints est égale à 100%, et la proportion des femelles atteintes est égale à 0%. Eh bien, c'est une maladie liée au sexe. Ça indique que c'est une maladie liée à l'X. On va justifier. Oui, cette maladie n'est apparue que chez les mâles. Le sexe ratio de la maladie est déséquilibré. Donc, c'est une maladie liée à l'X. La maladie se transmet de mère en fils. Toutes ces mères de garçons malades sont des vectrices. Je vais les préciser ici par des points rouges à l'intérieur de chaque cercle correspondant à chacune de ces femmes vectrices, donc ici. Ici aussi, la mère de cet enfant malade, c'est aussi une vectrice. Un point rouge au centre, le voilà. La même chose ici, un point rouge au centre. Chez cette femme qui a donné naissance à un garçon malade, c'est aussi une femme vectrice. Je continue. Deuxième question. Déterminer les génotypes des individus. 1, 1, 1, 2, 2, 2 et puis 2, 3. Je commence tout d'abord par préciser les symboles qu'on va utiliser dans ces génotypes. Je répète que c'est une maladie récessive. Donc on va utiliser une minuscule pour la maladie. Et puis le M majuscule, on va l'utiliser pour symboliser l'allèle normal qui est dominant. Et la lettre M minuscule, c'est pour l'allèle de la maladie qui est récessive. Alors commençons par le 1,1 qui est ce père. Donc il est sain et il ne contient qu'un seul X. Donc cet X, obligatoirement, va contenir l'allèle normal. C'est donc un X grand M Y. Je vais justifier en disant c'est un mâle sain. Je passe à 1, 2, c'est cette femme. Donc on vient de dire qu'elle est vectrice. Donc elle aura un génotype hétérozygote X grand M, X petit m, femme vectrice. Le 2, 2, 2, 2, c'est cette autre femme qui est aussi vectrice. Donc c'est la même chose ici. C'est toujours hétérozygote, c'est toujours une femme vectrice. Le 2, 3, ici c'est un mâle malade avec un seul X. Donc il possède le X de la maladie. Il doit être donc le X petit m Y, un mâle malade. Je continue, j'arrive donc à la troisième question. On a déjà précisé quelles sont les femmes vectrices dans ce pédigré. Eh bien, on les connaît maintenant. C'est le 1-2, le 2-2 et le 3-2. Ce sont toutes des femmes vectrices. Les voilà. Je continue. J'arrive à la question numéro 4. Si un homme sain se marie avec une femme vectrice, quelles seront les proportions des phénotypes de leur descendance? Il faut répondre en justifiant. Donc, il fallait faire
un échiquier de fécondation, donc une interprétation chromosomique. Les phénotypes, donc on doit mentionner ici le mari qui est sain et la femme qui est victrice. Mari sain, grand M. Femme victrice, grand M aussi. Mais les génotypes vont être différents. C'est un mâle, donc il aura un X grand M normal et Y. Et si c'est une femme, donc il aura 2X. Mais l'un porte l'allèle normal et l'autre porte l'allèle de la maladie hétérozygote. Les gamètes, chacun va produire deux types différents de gamètes, à raison de 1,5 pour la fréquence de chacun. X grand M 1,5, Y 1,5. Même chose ici, on aura deux types différents de gamètes. X grand M avec une fréquence de 1,5 et l'X petit m avec aussi une fréquence de 1,5. Maintenant, je vais réaliser l'échiquier de fécondation. Le voilà. Je vais positionner les gamètes dans leurs cases respectives. Le X grand M 1,5, le X petit m 1,5. Les mêmes gamètes et les mêmes fréquences ici. Puis, je complète les cases de fécondation. Rencontre de 2X grand M, ce qui va donner donc un phénotype normal grand M et une fréquence de 1/4. Et il s'agit d'une femelle puisqu'il y a 2X. Je passe à cette autre case, rencontre de 2X, un grand M et un petit m, ce qui va donner donc un génotype hétérozygote et un phénotype grand M normal. C'est une femelle avec une fréquence de 1/4. Troisième case, rencontre de X grand M et d'un Y, ça doit être donc un mâle, avec un phénotype normal, un mâle, fréquence de 1/4. Et enfin, dernière case, un X petit m va rencontrer un Y, ce qui va donner un phénotype petit m malade chez un mâle avec une fréquence de 1/4. Donc on cherche les proportions du phénotype de la descendance. Regardez, donc ici c'est une case normale, une case normale, une case normale, puis une case malade. Donc la seule case de la maladie c'est celle-ci. Donc voilà, c'est la case de la maladie. On va dire donc comme conclusion, la proportion des descendants malades dans toute la descendance, c'est 1/4, c'est 25%. La proportion des mâles malades, donc maintenant je parle seulement des mâles, je ne tiens pas en compte les femelles. Donc ces deux cases, ce sont les deux cases des mâles. Une case correspond à la maladie, et une autre case correspond à l'état normal. Ça veut dire qu'il y a 50% de garçons normaux et 50% de garçons malades. Alors, combien est-ce qu'on a, ou bien quelle est la proportion des femelles malades? Voilà les cases des femelles. Alors, toutes les cases des femelles sont normales. Il n'y a aucune case qui correspond aux femelles qui est malade, donc le pourcentage des femelles malades, c'est 0%. Je continue, j'arrive à l'exercice numéro 3. Il s'agit cette fois-ci d'une autre maladie appelée rachitisme vitamino-résistant. C'est différent du rachitisme qu'on connaît, qui est dû donc à une carence en vitamine D. C'est une maladie héréditaire qui affecte le squelette et contrairement au rachitisme courant causé par une carence en vitamine D, qui est donc traité par une alimentation riche en cette vitamine, le rachitisme héréditaire résiste à cette vitamine. Voilà un exemple de pédigré correspondant à une famille atteinte par cette maladie. On a la première question, utilisez le pédigré et le tableau, donc je vais vous proposer aussi un tableau pour déterminer le mode de transmission de cette maladie. Cherchons donc ce mode. Voilà le pédigré, voilà le tableau en question. Le tableau suivant donne les résultats statistiques de cette maladie dans une population. Donc je vais revenir sur ce tableau, mais je veux commencer tout d'abord par le pédigré. Mode de transmission dans la maladie. On observe nettement que chaque individu malade a au moins un des deux parents malades ici. Ces deux enfants malades ont aussi leur mère qui est malade. Cette fille malade a un père malade. Donc c'est une maladie qui passe d'une génération à l'autre. Sans sauter de génération, ça indique que c'est une maladie dominante. Maladie dominante, on va justifier en disant chaque individu malade a au moins un parent malade. Alors cherchons maintenant sur le pédigré, est-ce qu'il s'agit d'une maladie liée au sexe ou bien d'une maladie autosomique?
On voit nettement ici que la maladie peut atteindre les mâles et les femelles presque avec un même pourcentage. On a ici 2 mâles, 3 femelles. C'est presque. Ça indique, ou bien, ça a l'air d'être une maladie non liée au sexe, ça veut dire autosomique. Mais ce pédigré n'est pas suffisant pour vérifier est-ce que c'est une maladie liée au sexe ou bien une maladie autosomique. On va dire ici, elle atteint les mâles et les femelles avec des proportions proches. Ça veut dire qu'on n'est pas si sûr. Donc, c'est pourquoi il faut utiliser ce tableau qui contient donc des informations intéressantes. Ce tableau représente le recensement des filles et des garçons malades ou normaux dans plusieurs familles étudiées. Donc, on a deux cas, le cas A puis le cas B. Dans le cas A, c'est le cas où c'est le père qui est malade, alors que la mère est saine. C'est toute cette ligne. Alors que le cas B, c'est le cas inverse, c'est-à-dire le père est sain et la mère est malade. Alors, voyons dans le cas A, le nombre de familles étudiées, c'est 36. Regardons les filles dans ces 36 familles. On a recensé 34 filles atteintes et aucune fille normale. Le total, c'est 34. Alors, pour les garçons, tous les garçons sont normaux avec un total de 27. Aucun des garçons n'est atteint par cette maladie. Alors, dans le cas inverse, donc c'est le père qui est sain et la mère qui est malade, regardez. Sur 63 familles étudiées, on a trouvé 31 filles malades et 32 filles normales. Le total, c'est 63. Donc, vous voyez, donc c'est égalité. Pour les garçons, 29 atteints, 25 normaux. Le total, c'est 54. Vous voyez aussi, c'est presque les mêmes nombres. C'est presque la moitié, 50%, 50%. Alors, si on juge par les cas étudiés en A, alors vous voyez ici que les sex-ratios sont déséquilibrés pour cette maladie. Ce sont les filles qui sont atteintes, alors que les garçons sont normaux. Ça prouve que c'est une maladie liée au sexe. C'est une maladie liée à X et non pas à Y, puisqu'elle atteint aussi des femelles. À partir du tableau, on observe pour les mariages A, le sexe-ratio de cette maladie est déséquilibré, donc la maladie n'atteint que les filles. Pour les mariages B inverse, on a des proportions différentes. Donc, comme conclusion, c'est une maladie liée à X et non à Y, car elle atteint aussi les filles. Question 2. Donnez les génotypes des individus 1, 2, 3 et 4. On sait déjà que c'est une maladie dominante liée au chromosome X. Donc, je vais préciser ici les symboles qu'on va utiliser. Puisque c'est une maladie dominante, je vais choisir une lettre majuscule, c'est grand R pour la maladie, et une lettre minuscule, petit r pour l'allèle normal récessif. Alors, commençons par le premier individu. C'est ce mâle malade. Il contient X et Y, X grand R et Y. Justification, mâle malade. Je passe à l'individu 2. C'est cette femme saine, donc elle ne contient aucun allèle de la maladie. Tous les allèles sont normaux. Elle possède 2X, X petit r, femme saine. L'individu numéro 3, c'est ce mâle sain. Donc, elle ne contient aucun allèle de la maladie. Elle possède X et Y, c'est X petit r, Y. Mâle sain. Puis le dernier individu numéro 4 ici, c'est une femme malade, mais sa mère est saine, donc il ne contient qu'un seul allèle de la maladie. Donc elle est hétérozygote, on va dire X grand R, X petit r. Femme malade. Je continue. Question 3. Déterminer les proportions des phénotypes possibles d'un enfant à naître chez un couple composé d'un homme sain, donc l'homme est sain, et d'une femme malade hétérozygote.
femmes malades hétérozygotes. Donc je vais les préciser ici dans cette interprétation chromosomique. Donc on cherche à établir cet échiquier de fécondation. Le mâle, comme indiqué, il est sain, donc de phénotype normal, et une femme malade hétérozygote. Donc ici on a pour le mâle X petit r Y, pour la femelle X grand R, X petit r. Les gamètes, chacun va produire deux types différents de gamètes. X petit r, un demi pour la fréquence, et Y, un demi aussi pour la fréquence. Ici aussi deux types de gamètes, X grand R, X petit r, avec un demi, chacun pour la fréquence. Donc je vais positionner les gamètes dans leurs cases respectives. Et voilà. Ici, ce sont les deux gamètes de la femelle. Ici, ce sont les deux gamètes du mâle. Voici les 4 cases de fécondation. Rencontre ici d'un X grand R et d'un X petit r pour donner une femelle avec un phénotype malade et une fréquence de 1 quart. Je passe à la deuxième case. Rencontre ici de deux X portant le même allèle, petit r normal, X petit r homozygote. C'est toujours une femelle avec un phénotype normal et une proportion de 1 quart. Je passe à cette case, rencontre d'un X grand R, R de la maladie, et un Y, ce qui va donner un mâle à phénotype malade et une proportion de 1 quart. Dernière case, rencontre d'un X petit r et un Y, pour donner un mâle à phénotype normal et une proportion de 1 quart. Cherchons maintenant la proportion du phénotype malade. Alors les deux cases malades, les voilà avec cette R majuscule. C'est le phénotype malade. Une case pour les femelles et une case pour les mâles, alors que ces deux cases sont normales. Voilà donc les deux cases de la maladie. Qu'est-ce qu'on va dire? Proportion du phénotype malade dans toute la descendance, c'est 50%. Donc le fœtus a une probabilité de 0,5 d'être malade, qu'il soit mâle ou femelle. Je passe à notre exercice. Cette fois-ci, c'est l'albinisme, exercice numéro 4. Le pédigré ci-contre, c'est celui-là, est celui d'une famille dont certains membres sont atteints d'albinisme. C'est une maladie qui affecte la pigmentation de la peau à cause de l'absence de la mélanine. Question: déterminez à partir du pédigré le mode de transmission de cette anomalie, puis justifiez votre réponse. Voilà, je reprends le pédigré, le mode de transmission. Il est facile ici à déterminer concernant la dominance, puisque chaque individu malade a deux parents sains. Ici, l'individu est malade, mais les deux parents sains, c'est une maladie donc récessive. Car chaque individu malade a deux parents sains. Est-ce que c'est une maladie liée à l'Y? Non, puisque tout d'abord, ce mâle malade doit avoir un père malade si c'était lié à Y. Ce n'est pas le cas. Autre chose, si c'était lié à Y, on n'aura aucune femelle qui est malade, puisque si une femelle est malade, donc ce n'est pas lié à Y. Car elle atteint les garçons et les filles. Je continue. Est-ce que cette maladie est liée à l'X? Voyons, donc il y a un garçon malade et une fille malade, donc le nombre n'est pas suffisant pour confirmer, mais on doit chercher autre chose ici sur le pédigré. Alors, supposons que c'est une maladie liée à X. Puis on va voir, donc, à partir de l'analyse du pédigré, est-ce que c'est confirmé ou non? On suppose qu'elle est liée à X. Alors, je vais essayer de travailler sur cette branche. C'est plus clair. Voilà. Regardons cette femelle malade. Si on suppose que c'est une maladie liée à l'X, donc cette fille serait homozygote pour l'allèle malade X petit a et X petit a. L'un des deux X petit a doit obligatoirement être hérité de son père, qui devrait être malade, et l'autre doit être transmis à partir de la mère. Donc ce père doit être malade, ce n'est pas le cas ici, ça prouve que c'est une maladie non liée à X, donc c'est une maladie autosomique.
La fille 3.1, c'est celle-ci, est malade, il devrait avoir le génotype X petit a, dont l'un doit être obligatoirement issu de son père de 4, c'est celui-là, qui devrait être malade. Mais ce n'est pas le cas et la maladie donc est autosomique. Je continue. Question. Si dans cette population on a 10% des individus qui sont des porteurs sains, calculez la probabilité pour qu'un couple à phénotype sain donne naissance à un enfant albinos. Alors cette question est un peu différente des questions qu'on a vues dans les exercices précédents, puisque cette fois-ci, on a indiqué la probabilité ou bien la fréquence des hétérozygotes dans cette population. On ne s'intéresse plus seulement à la descendance d'un couple, mais on s'intéresse aussi à toute la population, à la fréquence de cette maladie dans cette population. Regardez. Alors, je précise tout d'abord les symboles qu'on va utiliser dans les génotypes. C'est une maladie récessive, donc on va prendre la minuscule petit a comme symbole de la maladie et la majuscule grand A pour le symbole de l'allèle normal qui est dominant. Alors, comme toujours, on va faire l'échiquier de fécondation, c'est-à-dire l'interprétation chromosomique, puis je vais vous montrer comment est-ce qu'on va calculer la probabilité demandée à partir de cet échiquier. Regardez. On a un couple de porteurs sains, c'est-à-dire deux hétérozygotes. Grand A, petit a pour le mâle, grand A, petit a pour la femelle. Les gamètes, chacun va produire deux types différents de gamètes avec une même fréquence de 1,5, 1,5. Même chose pour l'autre individu. Et voilà. Puis je vais rédiger ici l'échiquier de fécondation. Je vais positionner tout d'abord les gamètes avec leur fréquence dans leur case. Grand A, 1,5, petit a, 1,5. La même chose ici, grand A, 1,5, puis petit a, 1,5. Puis je complète aussi les cases de fécondation. Rencontre ici de deux allèles grand A normaux, ce qui va donner donc un phénotype normal avec une fréquence de 1/4. Ici, rencontre d'un gamète avec l'allèle grand A et d'un gamète avec l'allèle petit a, ce qui va donner un phénotype hétérozygote mais normal avec une fréquence de 1/4. Troisième case, rencontre de grand A et petit a, donc ça va donner un génotype hétérozygote de phénotype normal avec la fréquence de 1/4. Et enfin, dans la dernière case, rencontre de petit a et de petit a, génotype homozygote pour l'allèle de la maladie, ce qui va donner un phénotype malade pour une fréquence de 1/4. Donc, pour la descendance, on a la maladie qui est petit a, elle constitue une seule case, elle apparaît dans une seule case, ce qui va constituer donc un pourcentage de 25%, c'est cette case qui est malade. C'est 25%. Le 1/4, c'est 25%, donc on va écrire P1 est égal à 0,25, et non pas ici 0,5. Voilà, j'ai corrigé ici. Probabilité d'avoir un enfant malade dans la descendance, c'est 1/4, c'est-à-dire 0,25. Je vais appeler cette probabilité la probabilité P1. Mais ici, il y a aussi la probabilité que le père soit hétérozygote et la probabilité que la mère soit hétérozygote. Il faut les tenir en compte. Je vais les préciser ici. Probabilité pour que le père soit un hétérozygote, si donné dans l'énoncé, c'est 10%, c'est-à-dire 0,1, je vais la nommer P2. Probabilité que la mère soit un hétérozygote aussi, dans la population, c'est aussi 10%, et c'est la même probabilité, 0,1, je vais la nommer P3. Alors, à quoi est égale la probabilité finale pour que l'enfant soit malade dans cette population? Eh bien, la probabilité finale, c'est cette probabilité de la maladie de la descendance multipliée par la probabilité que la mère soit hétérozygote, multipliée par la probabilité que le père soit hétérozygote. Donc, c'est la multiplication entre ces trois probabilités. Regardez. Probabilité que l'enfant soit malade dans la population est égale P est égal à P1 fois P2 fois P3 est égal à 0,25 fois 0,1 fois 0,11 est égal à 0,0025. Donc, c'est la probabilité finale pour que
l'enfant soit malade au sein de cette population. Voilà, j'arrive donc à la fin de cette vidéo. Je vous remercie pour l'avoir vue. On attend d'une autre vidéo prochaine. Je vous dis au revoir.